Il était une fois l'ADN, concept numéro 16, un gène, une protéine. En 1902, Archibald Garrod décrivit la maladie héréditaire alkaptonurie comme une erreur congénitale du métabolisme. Il émit l'idée que la mutation d'un gène entraîne un défaut spécifique de la voie métabolique d'élimination des déchets liquides. Le phénotype de la maladie consiste en une urine foncée. En 1941, George Biddle et Edward Statham ont vérifié cette hypothèse de manière rigoureuse, utilisant comme modèle la moisissure du pain Neurospora. Tout d'abord, ils observèrent que s'ils irradiaient la moisissure, elle perdait sa capacité à fabriquer des nutriments indispensables et que ceux-ci ralentissaient ou même arrêtaient sa croissance. Ils ont ensuite trouvé que si un supplément à la moisissure mutée, sa croissance était restaurée. Ils en ont déduit que chaque mutation devait inactiver une enzyme protéique nécessaire à la synthèse d'un nutriment et qu'un gène porte l'information à l'origine d'une protéine. Bonjour, je suis George Biddle. En 1941, Edward Statham et moi-même avons fait des expériences sur Neurospora crassa, la moisissure rouge du pain. Nos expériences ont prouvé la théorie qu'Archibald Garrod formula en 1902, selon laquelle les maladies héréditaires sont des erreurs congénitales du métabolisme, des faux pas ou des maillons manquants dans les voies métaboliques du corps humain. Pendant la majeure partie de son cycle de vie, Neurospora est un organisme haploïde. Ceci signifie que seulement une copie de chaque gène est présente. Ainsi, nous n'avons pas eu à nous soucier du caractère dominant ou récessif des allèles. Au laboratoire, Neurospora pousse sur du milieu minimum, gélosé, contenant seulement quelques sucres simples, des sels organiques et la vitamine biotine. Neurospora doit posséder les enzymes nécessaires pour fabriquer, à partir de ces substances simples, les acides aminés et les vitamines nécessaires à sa croissance. Les gènes, leur expression donne des enzymes, et s'il y a tout le bagage enzymatique, et s'il y a de l'oxygène, des sels, du sucre, de l'eau, alors ces enzymes sont capables de fabriquer les acides aminés et les vitamines. Neurospora, dans ces conditions normales, est capable de pousser sur un milieu minimum, dans un tube à essai, où l'on voit sa croissance en surface. Nous avons pensé qu'en mutant un des gènes qui fabriquent une enzyme, par exemple le gène A, nous devrions obtenir une souche de Neurospora qui n'est pas capable de pousser sur un milieu minimum. Parmi tous les gènes, prenons le gène A. Le gène A, en s'exprimant, va donner une enzyme A. S'il y a les sels minéraux, les sucres, l'oxygène, l'eau, eh bien, les acides aminés peuvent être formés et la vitamine A peut être formée également. Elle peut être biosynthétisée.
Mais imaginons que le gène A ne fonctionne pas. Dans ce cas, l'enzyme A ne pourra pas être présente, parce que le gène A ne pourra pas s'exprimer pour donner une enzyme normale. Et même s'il y a O2, sel, sucre et eau, il peut y avoir formation de vitamines, de certaines vitamines, mais pas la vitamine A. Et des acides aminés peuvent être formés également. Et il n'y a pas de croissance dans un milieu minimum. Le mutant serait capable de pousser si on ajoutait le produit de l'enzyme comme supplément au milieu. Effectivement, si l'on ajoute la vitamine A, le champignon Neurospora n'est pas capable de produire la vitamine A, mais si on lui fournit, dans ces conditions, il peut pousser sur un milieu minimum, supplémenté avec de la vitamine A. Edward Tatum et moi-même avons entrepris de déterminer ces mutants nutritionnels. En 1927, Hermann Müller avait montré que les rayons X étaient capables d'introduire des mutations dans les gènes. Ainsi, nous avons irradié une culture de Neurospora avec des rayons X. Nous pensions obtenir quelques rares mutants incapables de pousser sur un milieu minimum. Donc nous voyons un tube à essai avec un milieu minimum et Neurospora qui a poussé, et nous envoyons des rayons X sur la culture. Nous avons fait pousser la descendance des Neurospora irradiés sur du milieu complet contenant toutes les vitamines et tous les acides aminés. Ensuite, nous avons testé la capacité de chacune de ces cultures à pousser sur un milieu minimum. À partir de la culture mère, nous prenons des isolats numérotés 1, 2, 3, etc. jusqu'à 299. Nous les prenons donc du milieu complet et nous les mettons sur un milieu minimum . Et on s'aperçoit que pour l'isolat numéro 299, Neurospora n'a pas poussé. Nous avons ensuite essayé de cultiver l'isolat 299 sur le milieu minimum complémenté avec des acides aminés ou des vitamines. Donc on a un milieu complet avec l'isolat 299. Et un milieu minimum, test, numéro 299. Où il n'y a pas de Neurospora. Par contre, dans le milieu complet, il y a Neurospora, parce qu'il y a tout ce dont Neurospora a besoin, y compris toutes les vitamines, et tous les acides aminés, l'oxygène, etc. Par contre, on voit bien que dans le milieu minimum, Neurospora issu de l'isolat numéro 299 n'a pas poussé. Il lui manque quelque chose. Alors, dans le milieu complet, la culture 299 a poussé et on prend des isolats que l'on transfère dans deux milieux minimum. L'un contenant des acides aminés et l'autre contenant des vitamines. Ça veut dire supplémenté en acides aminés ou supplémenté en vitamines. On s'aperçoit que
dans le milieu minimum supplémenté en acide aminé, Neurospora n'a pas poussé, alors que dans le milieu supplémenté en vitamine, Neurospora a poussé. Nous avons observé que l'isolat numéro 299 ne poussait pas sur milieu minimum, complémenté avec des acides aminés, mais poussait sur milieu minimum avec un complément de vitamine. Donc, l'isolat numéro 299 ne doit pas être capable de fabriquer une des vitamines. Ensuite, nous avons dû déterminer quelle vitamine manquait dans la culture numéro 299. Pour cela, nous avons testé la capacité de la culture numéro 299 à pousser sur un milieu minimum, complémenté avec chaque vitamine individuellement. Donc, on rappelle que l'on avait deux milieux minimum, l'un complémenté en vitamine, Neurospora a poussé, et l'autre complémenté en acide aminé, Neurospora n'a pas poussé. Or, cet isolat numéro 299 vient d'un Neurospora qui a dû vraisemblablement subir une mutation suite à l'action des rayons X précédemment. Donc on rappelle que dans le milieu complet, numéro 299, l'isolat numéro 299 pousse bien dans le milieu complet, parce qu'il y a justement des complémentations. Alors, toujours à partir de ce milieu complet, dans lequel Neurospora a poussé, donc on a un tube à essai, un milieu complet et Neurospora a poussé, eh bien on prend des isolats et on les transfère dans des tubes à essai avec un milieu minimum, mais on rajoute à chaque fois une vitamine. Alors, on rappelle que dans le premier tube à essai, on avait mis des acides aminés, ça n'avait pas poussé. Alors, les acides aminés ne sont pas des vitamines. Ensuite, là où on avait rajouté les vitamines, je rappelle, ou nous rappelons que Neurospora avait poussé. Donc, ça veut dire que dans ce milieu minimum où Neurospora ne poussait pas, en ajoutant un ensemble de vitamines, Neurospora pousse. Oui, mais quelle vitamine a permis à Neurospora de pousser? Donc à partir du milieu complet dans lequel Neurospora a poussé, nous faisons un transfert d'isolat dans un milieu minimum et nous rajoutons de la niacine. Dans un autre tube, milieu minimum, nous rajoutons de la riboflavine. Et troisième tube, nous rajoutons sur un milieu minimum de la thiamine. Niacine, riboflavine, thiamine n'apportent rien. Ça veut dire que Neurospora ne pousse pas plus, ne pousse pas dans le tube à essai avec un milieu minimum. Par contre, lorsque nous rajoutons la vitamine B6 sur le milieu minimum, on s'aperçoit que l'isolat pousse. Donc ça veut dire que la vitamine qui manquait était bien la vitamine B6. Donc nous avons observé que la culture numéro 299 poussait seulement en présence de vitamine B6. Nous avons ainsi identifié notre premier mutant de Neurospora. Il ne pouvait pas fabriquer la vitamine B6 car une des enzymes dans sa voie de synthèse devait être affectée. Le gène codant pour cette enzyme avait certainement été muté par les rayons X. Donc, les rayons X ont eu une action sur le gène codant pour l'enzyme, une certaine enzyme dont l'expression permettait la biosynthèse de la vitamine B6 à partir de nutriments ou de sels minéraux ou sucre ou H2O de départ. De l'oxygène était nécessaire également.
Donc il y avait vraisemblablement absence d'une enzyme, résultat de l'expression du gène qui a été muté sous l'action des rayons X, et en conséquence, à partir d'un substrat, le produit vitamine B6 n'a pas pu être formé. Donc Neurospora ne pouvait pas pousser. En rajoutant dans un milieu minimum la vitamine B6, Neurospora avait pu pousser. Nous avons utilisé cette méthode de sélection et de complémentation pour isoler divers types de mutants de Neurospora. Les mutations génétiques peuvent affecter les voies métaboliques et nous avons ainsi pu confirmer les voies de synthèse de nombreux acides aminés et vitamines. Par exemple, l'acide aminé arginine est synthétisé selon un processus comportant plusieurs étapes, chacune catalysée par une enzyme. Une molécule précurseur est transformée en ornithine, puis en citruline et finalement en arginine. Nous présentons la voie métabolique. Un précurseur sous l'action d'une enzyme numéro 1, expression du gène numéro 1, a permis la biocatalyse d'un substrat en produit. Le substrat, c'est le précurseur, le produit, c'est l'ornithine. L'ornithine étant présente, un gène numéro 2 qui s'exprime va donner une enzyme numéro 2 qui va biocatalyser la transformation du substrat ornithine en produit citruline. Un gène numéro 3 qui s'exprime pour donner une enzyme numéro 3. L'enzyme numéro 3 va permettre la transformation du substrat citruline en produit arginine. Si un gène code pour une enzyme, une mutation génétique pour chaque étape de cette voie de synthèse devrait exister. Parmi les mutants de l'arginine, certains nécessitent l'ornithine, la citruline ou l'arginine comme complément. Donc ça veut dire que si on a un précurseur, à partir du précurseur, il faut dans ce cas-là trois enzymes fonctionnelles qui permettent de s'exprimer pour donner trois gènes fonctionnels. Il faut 3 gènes fonctionnels, dont l'expression va donner 3 enzymes fonctionnelles qui vont permettre chacune à leur étape de transformer un substrat en un produit. Et au bout de la chaîne métabolique, il y a l'arginine. Donc, une mutation quelconque de l'un de ces gènes empêche l'enzyme d'être présente. Si par exemple l'enzyme numéro 1 n'est pas présente, le gène numéro 1 ayant subi une mutation, eh bien le précurseur, même s'il est présent, ne pourra pas donner d'ornithine, et même si l'enzyme numéro 2 est présente, parce que le gène numéro 2 est fonctionnel, eh bien, puisqu'il n'y a pas d'ornithine, on n'obtiendra pas de citruline. Et même raisonnement pour l'arginine, s'il n'y a pas l'enzyme numéro 3 du fait d'une éventuelle mutation du gène numéro 3, eh bien, il n'y aura pas d'arginine non plus. Donc si par exemple le gène numéro 1 est muté, il n'y a pas l'enzyme numéro 1, on n'a pas d'ornithine, ni citruline, ni arginine. Donc si on veut que les cellules poussent, eh bien, il faut fournir des compléments. Par exemple, dans ce cas-là, ce serait ornithine, citruline et arginine. Alors, si la cellule n'a besoin que d'arginine, on fournit seulement l'arginine. Et même raisonnement pour n'importe quel autre gène. Si on prend le gène numéro 2 muté, il y aura bien de l'ornithine, mais on n'aura pas de citruline ni d'arginine. Dans ce cas, il faut supplémenter le milieu en citruline et arginine, ou éventuellement que en arginine, si la cellule n'a besoin que de l'arginine. Donc j'insiste bien, si un gène code pour une enzyme,
Une mutation génétique pour chaque étape de cette voie de synthèse devrait exister. Parmi les mutants de l'arginine, certains nécessitent l'ornithine, la citrulline ou l'arginine comme complément. En 1944, nos collègues Adrian SRB et Norman Horowitz ont découvert des souches mutantes. Ils sont partis de souches de Neurospora qui ne pouvaient pas pousser sans un complément d'arginine. Ces souches avaient des mutations dans différents gènes. Donc ça veut dire que si on met une souche de Neurospora sur un milieu minimum, eh bien, étant donné que l'un des gènes éventuellement serait non fonctionnel, il n'y aurait pas d'arginine. Il faudrait donc fournir de l'arginine. Supplémenter le milieu en arginine pour que Neurospora puisse pousser. Donc on peut avoir autant de mutants. On peut avoir 3 mutants dans ces cas-là, mutant de l'enzyme numéro 1, de l'enzyme numéro 2 et de l'enzyme numéro 3. Par exemple, le mutant numéro 1 ne pouvait pas fabriquer l'ornithine. Donc le gène codant pour l'enzyme qui synthétise l'ornithine devait être muté. Donc là, nous voyons bien que le gène codant pour... Alors quand on dit codant, ça veut dire le gène, lorsqu'il s'exprime, il va donner une enzyme. Il va permettre la biosynthèse d'une enzyme. Donc nous voyons bien sur le schéma que l'enzyme numéro 1 n'est pas présente. Et donc même s'il y a le précurseur, il n'y aura pas d'ornithine. Le gène numéro 1 ne pouvait pas fabriquer de l'ornithine, donc le gène codant pour l'enzyme qui synthétise l'ornithine devait être muté. Donc c'était le mutant numéro 1 qui empêchait la formation d'ornithine à partir du précurseur. Et donc, même s'il y a le gène numéro 2 et le gène numéro 3, s'il n'y a pas d'ornithine, on ne peut pas avoir de citrulline. Par contre, si on fournit la citrulline, vu que l'enzyme numéro 3 va être présent, eh bien l'arginine peut être biosynthétisée. S'ils ajoutaient de l'ornithine au milieu, comme nous l'avons dit, la citrulline puis l'arginine étaient fabriquées et le mutant numéro 1 pouvait pousser. Mais il faut supplémenter le milieu. C'est-à-dire que le mutant ne peut pas pousser sur un milieu minimum. Donc je répète, s'ils ajoutaient de l'ornithine au milieu, la citrulline puis l'arginine étaient fabriquées et le mutant numéro 1 pouvait pousser. Et nous voyons sur le schéma que bien que le gène numéro 1 soit muté, non fonctionnel, bien qu'il n'y ait pas l'enzyme numéro 2, si on ajoute l'ornithine au milieu, eh bien vu que les gènes numéro 2 et 3 ne sont pas mutés, les enzymes 2 et 3 sont présentes et donc l'arginine peut être formée. Il y a bien croissance du mutant numéro 1 supplémenté avec de l'ornithine dans le milieu minimum. De la même façon, le mutant numéro 2 avait une mutation génétique qui affectait l'enzyme qui fabrique le précurseur de l'arginine, la citrulline. Donc, je répète, de la même façon, le mutant numéro 2 avait une mutation génétique qui affectait l'enzyme qui fabrique le précurseur de l'arginine. Et le précurseur de l'arginine, dans ces conditions-là, c'est bien la citrulline. Alors bien sûr, le premier précurseur, c'est la première molécule qui est en début de chaîne, où c'est marqué précurseur. Ensuite, le gène numéro 1 est fonctionnel, parce qu'on n'est pas dans le cas du mutant numéro 1, mais bien du mutant numéro 2, au niveau duquel le gène numéro 2 est muté. Donc on a bien l'enzyme numéro 1, donc si on a le précurseur, on a bien l'ornithine qui est fabriquée. Mais si on n'a pas l'enzyme numéro 2, parce qu'on n'a pas le gène numéro 2, eh bien on n'a pas de citrulline. Et donc pas d'arginine.
et le mutant numéro 2 dans ces conditions ne pousse pas. Si on supplémente le milieu minimum en citrulline, le gène numéro 2 a beau être muté, l'enzyme numéro 2 a beau être absente, et bien si on fournit la citrulline, vu que le gène numéro 3 n'est pas muté, il s'exprime en donnant l'enzyme numéro 3 qui permet la transformation de la citrulline en arginine. Le mutant numéro 2 va pousser sur un milieu minimum à condition qu'on lui fournisse de la citrulline. Une mutation dans le mutant numéro 3 affectait l'étape finale de la synthèse de l'arginine, la conversion de la citrulline en arginine. Donc même raisonnement, les gènes numéro 1 et 2 ne sont pas mutés, ils sont fonctionnels, leur expression donne les enzymes numéro 1 et enzyme numéro 2. L'enzyme numéro 1 permet la biosynthèse, la biocatalyse du précurseur en ornithine. L'enzyme numéro 2 permet la biosynthèse de l'ornithine, la biocatalyse de l'ornithine en citrulline. Et vu que le gène numéro 3 est muté, il n'est pas fonctionnel, donc ne s'exprime pas, l'enzyme numéro 3 n'est pas biosynthétisée, et dans ce cas, la citrulline ne peut pas être transformée en arginine. Donc il va y avoir accumulation du précurseur, de l'ornithine et de la citrulline dans le milieu. Et comme il n'y a pas d'arginine, eh bien pour que le mutant puisse pousser dans un milieu minimum, il faudrait lui fournir de l'arginine. Effectivement, si on fournit de l'arginine au mutant numéro 3, alors il peut pousser sur un milieu minimum. Pour chaque gène muté, seulement une étape de la voie métabolique était affectée. Un gène correspond donc à une enzyme ou à une protéine. La proposition de l'erreur congénitale du métabolisme, faite par Garrod en 1908, était ainsi vérifiée. Je répète, pour chaque gène muté, nous avons vu mutation des gènes 1, 2, 3. Seulement une étape de la voie métabolique était affectée. Si on prend un seul mutant, si on ne prend pas 2 ou 3 mutants en même temps, mais si on prend un seul mutant sur les 3, eh bien il y a une seule étape de la voie métabolique qui est affectée. Un gène correspond donc, lorsqu'il s'exprime, à une enzyme qui sera fonctionnelle. L'enzyme est protéique. Et la proposition de l'erreur congénitale du métabolisme faite par Garrod en 1908 était ainsi vérifiée. C'est bien dû à des mutations qui se font au niveau des gènes. Leur expression ainsi n'est pas possible. Les enzymes ne peuvent de ce fait-là pas biocatalyser la transformation d'un substrat en un produit. Donc si on représente les schémas, on a les 3 gènes fonctionnels. Leur expression donne respectivement les enzymes 1, 2 et 3. À partir du précurseur, l'enzyme 1 biocatalyse la formation de l'ornithine. L'enzyme 2 biocatalyse la formation de la citrulline. Et l'enzyme 3 biocatalyse la formation de l'arginine. Ainsi, le mutant peut pousser. Essayons de résoudre le problème. Toi et ton ami allez utiliser Neurospora pour faire une analyse de mutants. Donc vous avez une souche de Neurospora qui pousse sur un milieu. Vous achetez 5 souches mutantes de Neurospora, mut A, B, C, D, E, de la firme ACME Mutant INC, avec leurs additifs nutritifs. Malheureusement, il manque le livret de renseignements sur les mutants et la voie de synthèse concernée. Donc vous avez 3 tubes à essai, contenant chacun un milieu complet, supplémenté, mais vous avez 5 mutants. Mutant A, mutant B, mutant C, mutant D, mutant E, qui ont besoin d'être supplémentés.
Donc le mutant A, par exemple, est supplémenté avec le milieu A que vous trouvez dans l'Erlen. Le milieu B, enfin le mutant B, est supplémenté avec l'Erlen B. Le mutant C est supplémenté avec l'Erlen C. Le mutant D est supplémenté avec l'Erlen D. Et le mutant E est supplémenté avec l'Erlen E. Donc supplémenté, ça veut bien dire que sur un milieu minimum, chaque mutant ne pousse pas, sauf si on lui fournit le supplément correspondant. Lorsque vous avez appelé à CME pour leur demander des renseignements sur les mutants et la voie de synthèse, ils n'ont pas été d'une grande aide. Ils vous ont donné les informations suivantes. Premièrement, il n'y a que 5 mutants possibles dans cette voie de synthèse. Deuxièmement, chaque souche est un mutant différent dans la même voie de synthèse. Troisièmement, les suppléments leur permettant de pousser sur milieu minimum complémentent les mutants. Par exemple, le milieu supplémenté A va compléter la gélose qui contient un milieu minimum mais qui contient le supplément A pour le mutant A, etc. Quatrièmement, le mutant E pousse sur un milieu minimum si elle est complémentée par sup E, c'est-à-dire par le milieu supplémenté en E, mais aussi par sup B et sup D. Donc sup A supplémente le milieu minimum pour que le mutant A puisse pousser. Sup B supplémente le milieu nutritif B minimum pour que le mutant B puisse pousser. Sup C complémente le milieu gélosé minimum pour que le mutant C puisse pousser. Sup D complémente le milieu gélosé minimum pour que mut D puisse pousser. Et sup E complémente le milieu minimum pour que le mut E puisse pousser, mais sup B et sup D permet au mutant E de pousser également. Vous décidez d'élucider la voie de synthèse, vous préparez les tubes de milieu minimum et vérifiez que les mutants sont capables de pousser en présence des différents additifs. Vous décidez de vous intéresser en premier aux mutants A, B, non, aux mutants A, aux mutants C et aux mutants E. Donc A, C, E. Vous observez que le mutant A pousse en présence des additifs sup A et sup E. Par contre, il ne pousse pas lorsqu'il est complémenté seulement par sup C. Donc vous voyez dans les tubes à essai, on a 3 milieux minimum. On a à chaque fois le mutant A. Si on rajoute sup A dans le premier tube, bien le mutant pousse. Si on rajoute sup E dans le deuxième tube, le mutant A pousse. Et si on rajoute sup C, le mutant A ne pousse pas. Au vu de ces informations, vous décidez 3 choses. Soit que l'ordre de la voie de synthèse est mut C, mut A, mut E. Soit que l'ordre de la voie de synthèse est mut A, mut C, mut E. Soit vous décidez que l'ordre de la voie de synthèse est mut A, mut B, mut C. Alors, on va regarder les 3 réponses. Commençons par la troisième. Vous voyez là qu'il y a B
donc ça ne peut pas être cette réponse-là, puisqu'on n'a pas testé B dans les 3 tubes. Donc non, nous n'avons pas encore testé mut A avec sub B. Est-ce que l'ordre de la voie de synthèse est mut A, mut C, mut E? Eh bien non, parce que mut A ne pousse pas avec sub C. Mut A doit intervenir après ou en aval directement de mut C. La réponse est donc, l'ordre c'est mut C, mut A, mut E. Donc si on fait le schéma, on a mut A qui donne l'enzyme A dans les conditions normales. Et si on supplémente avec le milieu, avec sub A, eh bien le mutant A va pousser. Mais si mut A est muté, ça veut dire qu'on n'aura pas l'enzyme A, bien entendu. Mais le fait de rajouter sub A, c'est comme si l'enzyme A avait agi, alors qu'en fait elle n'a pas agi puisque le gène n'est pas fonctionnel. Même raisonnement avec mut E, qui est censé donner l'enzyme E, et l'enzyme E doit permettre la transformation de sub A en sub E. Alors attention, sub A, sub E, c'est le milieu supplémenté, hein, c'est pas le sub quelque chose qui est correct, c'est la molécule. En fait, on aurait par exemple la molécule A. Bon. Donc ça veut dire que le mutant E en fait ne donne pas l'enzyme E, mais si on rajoute sub E, alors le mutant A peut pousser. Mut A ne pousse pas en présence de mut C. Mut C doit intervenir avant ou en amont de mut A. Alors j'ai oublié de lire tout à l'heure, mut A pousse si sub E est ajouté. C'est pourquoi mut E doit intervenir après ou en aval de mut A. Si finalement j'avais dû lire. Bon. Donc là, je relis, mut A ne pousse pas en présence de mut C, de sub C, pardon. Mut C doit intervenir avant ou en amont de mut A. Donc là, on a placé mut C en amont de mut A. Et mut C est censé coder pour l'enzyme C, qui est censé transformer un précurseur en sub C. Donc si on fournit sub C à A, il va pousser. Si on fournit sub C à A, est-ce qu'il va pousser? Bien non. Bon, j'ai dit 2 fois la même chose, je me suis trompé tout à l'heure, c'est pas grave. Là, vous avez compris. Donc mut C donne l'enzyme C. En théorie, le précurseur donne sub C. Mut A donne l'enzyme A. En théorie, sub C donne sub A. Mut E donne l'enzyme E. En théorie, sub A donne sub E. Mais en réalité, ça fait mut C donne l'enzyme C. Le précurseur donne C. Mut A donne l'enzyme A. Le précurseur, enfin le C donne A. Mut E donne l'enzyme E. Et A donne E. Alors en fait, il ne faut pas dire mut C à chaque fois, il faut dire que C, le gène C, en s'exprimant, donne l'enzyme C, qui aura pour fonction la catalyse du précurseur pour donner le composé C. Le gène A, en s'exprimant, va donner l'enzyme A qui, par biocatalyse, va permettre à partir du substrat C d'obtenir le produit A. Et l'enzyme E, le gène E, pardon, en s'exprimant va donner l'enzyme E qui est censé biocatalyser la réaction de A en E. Bon, attention au langage, là c'est un exercice. Si cet ordre est correct, mut C devrait pousser sur milieu minimum si vous y ajoutez quoi?
Donc sur le milieu minimum, si on ajoute quoi? Mut C devrait pousser si on ajoute quoi? Alors, on va tester les 5 réponses. Alors si je mets rien, aucun élément n'est nécessaire. Eh bien non, les éléments corrects sont nécessaires. Est-ce qu'il faut ajouter juste sub A? Eh bien mut C pousse si le milieu est supplémenté avec sub A. Mais il pousse aussi avec d'autres suppléments. Est-ce que ce serait mut C? Eh bien mut C pousse si le milieu est supplémenté avec sub C, mais il pousse aussi avec d'autres additifs. Est-ce que ce serait cette réponse? Eh bien mut C pousse si le milieu est supplémenté avec sub E, mais il pousse aussi avec d'autres additifs. Donc il nous reste la réponse. Mut C devrait pousser si on ajoute sub A ou sub C ou sub E. Donc mut C pousse si le milieu est complémenté par sub A ou sub C ou sub E. Le mutant A et le mutant E interviennent après le mutant C. Vous devez encore déterminer ce que sont les souches mutantes mut B et mut D. Vous testez les mutants. Sub B est nécessaire à la croissance de mut B et sub D est nécessaire à la croissance de mut D. Donc vous avez un milieu minimum supplémenté avec sub B qui permet à mut B de pousser. Vous avez un milieu minimum supplémenté avec sup D qui permet à mut D de pousser. Vous testez mut E avec les additifs sub B et sub D, et bien sûr mut E pousse sur milieu minimum si les deux additifs sub B et sub D sont présents. Cela veut dire que mut C et mut A poussent sur milieu minimum si les additifs sub B et sub D sont ajoutés. Alors 4 réponses, oui, non, mut C pousse mais pas mut A pousse mais pas mut C. Alors on va tester la 4e réponse, mut A pousse mais pas mut C. Eh bien non, mut C est en aval. Si mut E peut pousser en présence des additifs sub B et sub D, alors mut C et mut A aussi. Mut C pousse mais pas mut A. Non, mut E est en aval. Si mut E peut pousser en présence des additifs sub B et sub D, alors mut C et mut A aussi. Non. Eh bien non, c'est pas la bonne réponse parce que mut C est en aval. Si mut E peut pousser en présence des suppléments sub B et sub D, alors mut C et mut A aussi. Donc cela veut dire que mut C et mut A poussent sur milieu minimum si les additifs sub B et sub D sont ajoutés. D'après vos résultats, tous les mutants mut A, mut E, enfin mut A, B, C, D, E poussent sur milieu minimum complété avec sub B et sub D. Ceci signifie que, alors 4 réponses possibles, soit sub B est la molécule précurseur utilisée pour fabriquer sub D, sub D est la molécule précurseur utilisée pour fabriquer sub B. Troisième possibilité, sub B et sub D sont les produits finaux de cette voie de synthèse. Et quatrième possibilité, sub B et sub D sont les molécules précurseurs utilisées pour fabriquer toutes les autres molécules dans cette voie de synthèse. On va commencer par la dernière. Eh bien non, puisque les mutants peuvent être complétés avec sub B et sub D, ceux-ci ne peuvent pas être des précurseurs. Essayons la troisième réponse.
c'est correct. Alors vous remarquez, il y a 2 produits finaux. Je reviens en arrière. Testons la première question, la première possibilité. Non, si sub B était un précurseur, alors le mutant B n'aurait besoin que de sub D pour pousser. Mut B a besoin de sub B et sub D. Non pour la deuxième réponse. Si sub D était un précurseur, alors le mutant sub D n'aurait besoin que de sub B pour pousser. Mut D a besoin de sub B et sub D. Donc la réponse était bien celle-ci. Tous les mutants peuvent pousser sur du milieu minimum si les additifs sub B et sub D sont fournis. Par conséquent, sub B et sub D sont les produits finaux de cette voie de biosynthèse. Donc on a, si on résume, l'ordre. Alors, on retire les mutations. On fait comme si on avait une voie métabolique normale. Alors, je ne dis pas gène à chaque fois, si je peux le dire. Alors, on a un précurseur de la voie métabolique. Et à partir de ce précurseur, il faut utiliser les molécules D et B. Il faut à partir du précurseur, on obtient plutôt, c'est pas il faut utiliser, ce sont les mutants, ce sont les champignons, les neurosporas en fait qui vont utiliser les molécules D et B, hein, c'est pas nous. Alors donc je répète, je recommence. On a le précurseur, le gène C donne l'enzyme C qui catalyse la réaction du précurseur pour donner C. Le gène A donne l'enzyme A qui catalyse la réaction de C vers A, donc substrat vers produit. Le gène E donne l'enzyme E qui biocatalyse la transformation de A en E. L'enzyme D, le gène D donne l'enzyme D qui catalyse la réaction de E pour donner D. Et le gène B donne l'enzyme B qui catalyse la réaction de biocatalyse de E vers B. Voilà, félicitations, vous êtes génial. Bon, vous pouvez recommencer. Il faut remettre en arrière. Passons maintenant à un peu de lecture sur la biographie de Biddle et Tatum. Alors je ne vais pas lire, hein, je vous laisse un petit peu le texte devant vous. Donc ça concerne le concept numéro 16, un gène, une protéine. Bon, je ne vais pas rester très longtemps sur la vidéo. Hein, donc vous voyez George Wells Biddle de 1903 à 1989. Et un petit peu plus bas, Edward Laurie Tatum, 1909-1975. Donc je vais descendre un petit peu le texte tout à l'heure. Je vous laisse 10 secondes. Je descends. Je vous laisse 10 secondes. Bon, vous faites une copie d'écran hein, si vous voulez. Passons maintenant à quelques photos de la galerie. D'abord le jeune George Biddle vers 1908. Donc je vous laisse 5 secondes entre chaque photo. George Biddle au travail dans son laboratoire de Stanford. Mutant Neurospora disposé pour montrer la conception expérimentale. Journal de 1936 écrit par Frank Blair
Hanson, alors président de la fondation Rockefeller, il a noté que Biddle est un homme à surveiller. Notez également le salaire des étudiants diplômés. La fondation Rockefeller a financé les expériences de Biddle. Cette lettre de 1943 est un rapport d'étape que Biddle a écrit au président Rockefeller. Biddle est assistant dans le magasin Neurospora à Stanford en 1949. Télégramme envoyé à Edward Tatum, lui disant que lui, George Biddle et Joshua Lederberg partageront le prix Nobel 1958 de physiologie ou de médecine. George Biddle lors des cérémonies des prix Nobel. Après sa retraite en 1969, Biddle a commencé des recherches sur l'origine du maïs. Tout au long de sa vie, Biddle a maintenu un intérêt pour l'agriculture et le jardinage, le lauréat du prix Nobel de ferme. Terminons cette vidéo par la lecture dans Il était une fois l'ADN du concept numéro 16, un gène, une protéine. En 1902, Archibald Garrod décrivit la maladie héréditaire alkaptonurie comme une erreur congénitale du métabolisme. Il émit l'idée que la mutation d'un gène entraîne un défaut spécifique de la voie métabolique d'élimination des déchets liquides. Le phénotype de la maladie consiste en une urine foncée. En 1941, George Biddle et Edward Tatum ont vérifié cette hypothèse de manière rigoureuse, utilisant comme modèle la moisissure du pain Neurospora. Tout d'abord, ils observèrent que s'ils irradiaient la moisissure, elle perdait sa capacité à fabriquer des nutriments indispensables et que ceci ralentissait ou même arrêtait sa croissance. Ils ont ensuite un spécifique était fourni à la moisissure mutée, sa croissance était restaurée. Ils en ont déduit que chaque mutation devait inactiver une enzyme protéique nécessaire à la synthèse d'un nutriment et qu'un gène porte l'information à l'origine d'une protéine. Alors, juste, il était une fois l'ADN, donc c'est un site éducatif sur les bases de la génétique classique et moléculaire. Il était une fois l'ADN est organisé autour de 41 concepts clés expliqués au moyen d'animation, entretien, biographie, problèmes et liens. Ces concepts forment une trame historique allant de la génétique mendélienne au clonage moléculaire. Toutefois, chaque concept peut être étudié indépendamment selon l'intérêt du lecteur. Le niveau scientifique est adapté aux étudiants du secondaire supérieur et du début d'université. Il était une fois l'ADN est la version de DNA from the Beginning qui a été conçue et développée par le Dolan DNA Learning Center. L'université de Genève en a fait la traduction. Donc dans Il était une fois l'ADN, on peut voir des sections génétique classique, molécules de la génétique, contrôle et organisation génétique. Alors pourquoi j'ai fait cette vidéo? Simplement parce que si vous regardez en bas de cette page, le plugin Flash Player est nécessaire et JavaScript doit être activé. Or, le 31 décembre 2020, en fait, le Flash Player disparaît, donc toutes les animations ne seront plus possibles. Tout ce qui a été fait avec ce qui pouvait être lu avec Flash Player ne sera plus lu. Donc, autrement dit, on va perdre toutes les animations qui ont été faites par tous les collègues. C'est pour ça que je me permets de faire quelques vidéos pour sauver ce que l'on peut encore sauver. C'est un hommage en quelque sorte à tous les travailleurs
et à tous les scientifiques en fait qui ont fait des animations et qui ont passé beaucoup de temps. Voilà, le cours est terminé. Merci.